merci. Donc, rebonjour. Donc, effectivement, accès et partage des avantages. Alors, peut-être juste avant de présenter la session, on parle de peuples autochtones. Alors, vous savez que dans la République française unie et indivisible, les peuples autochtones n'existent pas. Mais il existe un concept, quand même, la notion de communauté d'habitants. Donc là, il y a cette notion juridique, communauté d'habitants, qui est utilisable justement. Donc quand on parle d'intégrité des écosystèmes, par exemple, eh bien, sous la houlette, effectivement, de demander aux communautés d'habitants ce qu'elles en pensent. Donc ça, c'est juridiquement reconnu en France. Voilà. Donc ensuite, donc on passe effectivement sur cette session 3. Donc accès et partage des avantages. Donc l'idée, l'esprit de cette session, c'est que donc c'était effectivement inscrit à l'ordre du jour dès 92 à la demande des pays du Sud. Et ce que constatent actuellement les pays du Sud, c'est qu'on a très peu avancé. Il y a eu le protocole de Nagoya, dont on peut dire qu'il fonctionne très peu finalement. Il a beaucoup de difficultés sur lesquelles d'ailleurs on reviendra. Et actuellement, donc du coup, c'est un motif de blocage sur l'avancée de la Convention. Je crois que ça a été dit ce matin aussi, c'est que les pays du Sud exigent qu'il y ait des avancées sur ce pilier 3. Alors là, la position de la communauté scientifique, elle est un peu compliquée parce que la communauté scientifique, du coup, on va y venir justement. Donc, les pays du Sud proposent même d'aller plus loin sur le partage des avantages, donc de parler notamment des données numériques, les données ADN et ARN, qui sont maintenant effectivement des ressources, parce que vous savez peut-être qu'avec l'édition du génome, simplement la connaissance de la séquence suffit en fait à créer finalement de la ressource génétique, et donc propose d'étendre à ces séquences numériques. Alors là, il y a panique dans la communauté scientifique parce qu'en fait, actuellement, la communauté scientifique, notamment occidentale, fonctionne en système de science ouverte, c'est-à-dire que les données de séquences sont disponibles et les pays du Sud proposent en fait de bloquer les dispositifs. Donc là, il y a nécessité de réagir. Alors, les pays du Nord peuvent se lancer dans un bras de fer. Et puis, l'autre position, ça peut être que les pays du Nord soient force de proposition, et notamment la communauté scientifique, puisqu'elle est maintenant très concernée, soit force de proposition pour avancer sur cette session 3. Voilà. Donc ça sera la première présentation. Ça sera celle de, je ne sais pas écorcher son nom, John Sankson, professeur au Muséum, qui va donc nous parler effectivement de ce qui s'appelle les DSI, c'est donc des données numériques et des propositions qui peuvent être faites sous forme d'une taxe Tobin. Et puis ensuite, donc nous aurons Valérie Boisvert qui nous reparlera, parce que finalement donc c'est un problème général d'échange nord-sud, donc de conception aussi de la biodiversité, de partage des avantages des accès à la biodiversité à l'échelle nord-sud. Donc elle reviendra sur tout ce que ça peut envisager, toutes les problématiques que ça envisage. Ce matin, on en a déjà un peu parlé, on va y revenir cet après-midi sous d'autres aspects, notamment ce qui concerne l'agriculture. Et puis enfin, nous aurons une troisième intervention avec Stéphane Laclos qui nous parlera de ce que ça veut dire, cet accès et partage d'avantages pour les établissements Pierre Fabre. Voilà. Donc je propose aux trois intervenants de venir s'installer. Et donc on va commencer tout de suite avec John Cheng, donc un exposé qui risque d'être un tout petit peu ardu. Donc on va parler de PIC et de maths. PIC, c'est consentement préalable. Maths, c'est consentement, c'est accord bilatéral. Et l'idée, c'est d'aller au-delà des PIC et des maths. Et donc, John Chen va nous expliquer comment on pourrait faire cela. Bon, je vais essayer, Denis. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, j'ai essayé de... en fait, ça fait longtemps qu'on discute avec Denis. Donc, c'est aussi, comme ça a été dit ce matin, Muséum est le co-point focal donc Sebsta sur ces problématiques qui touchent vraiment maintenant la communauté scientifique. Donc en gros, c'est comment rendre le système APA opérante avec DSI, ce qu'on appelle DSI, c'est pour Digital Sequence Information on Genetic Resources. Donc c'est un acronyme, je vais vous montrer. Sous l'appellation, il y a 36 interprétations. Donc, surtout et aussi pour que ce soit non seulement dans le cas de CBD, mais aussi dans le cas de sciences ouvertes, dans le cas de l'UNESCO. Donc, je vais commencer par des choses extrêmement simples. D'abord, pour dire de quoi s'agit-il quand on parle de DSI, et surtout démystifier la valeur d'une séquence versus la comparaison de séquences. Et après, dire un mot sur comment ça fonctionne l'écosystème de base de données de DSI.
Évidemment, si on veut aller plus loin, il faudrait qu'on trouve des solutions qui soient compatibles avec le fonctionnement de cet écosystème, sinon rien ne va marcher. On pourrait proposer des pistes de financement, que ce soit monétaire ou non monétaire. Et je parlerai, il y a un exemple d'un fonds multilatéral TIRPA de FAO, on pourra s'en espérer d'ailleurs, qui est compatible avec le protocole de Nagoya. Puis les pistes de réflexion sur les critères, comment on va distribuer sur ce fonds. Bon, c'est simplement des échanges entre les scientifiques. Il n'y a pas de position officielle, hein, donc on est entre les scientifiques. Alors à la fin, je parlerai des états actuels de négociation et les positions de l'Union européenne et ses États membres, et ça, c'est les positions officielles. Donc, en fait, on connaît tous ça, puisqu'on a les patrimoines génétiques, hein, on transcrit pour faire une copie, et après, pour traduire en acides aminés, c'est acides aminés qui composent les protéines, qui remplissent diverses fonctions. Donc, on pourrait dire qu'au minima, DSI peut comprendre séquence de l'ADN, l'ARN, éventuellement protéines. Mais il y a des propositions pour dire que maintenant, je veux inclure tout ce qui est sorti de métabolites, les fonctionnements que les protéines ont fait, et même les connaissances traditionnelles, par exemple, pourquoi pas, hein, génétiques. Donc en fait, vous voyez, le DSI, il est de dimension variable. Mais je veux vous dire que le comité scientifique veut rester sur l'ADN, l'ARN, à la limite protéines. Après, c'est trop compliqué. Voilà. Et que, en fait, et ça, c'est le fonctionnement de tout le vivant. Mais c'est quoi la valeur? Comment on comprend le fonctionnement vivant? On comprend le fonctionnement du système vivant à la lumière de l'évolution. C'est-à-dire, quand on a une séquence, on dit tel fragment, il fait quoi? La démarche scientifique, c'est je vais comparer. Alors ici, c'est comparaison d'acides aminés, mais c'est pareil. On peut comparer des séquences. Vous voyez très bien tout de suite, on peut trouver des homologies, des similitudes. Et là, tout de suite, on comprend les fonctions de ces fragments-là. Donc la valeur de DSI réside dans la comparaison et à la lumière de l'évolution. Et je vais aussi dire des connaissances cumulées depuis des décennies. Alors, je vais vous montrer encore un exemple qui parle à tous. C'est la fabrication de vaccins l'ARN messager. D'accord? Donc, je prends l'exemple d'un brevet de Modena. Évidemment, il focalise sur le protéine des spécules, hein, donc Spike, avec les technologies qui vont incorporer dedans. Et évidemment, ils vont déposer un brevet en février, juste un mois après que les séquences soient publiées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous ne verrez pas de séquence SARS-CoV-2. Il y a 96 séquences déposées, mais ils sont labellisées comme séquences artificielles. Pourquoi? Parce que la technologie de l'ARN messager, ça consiste à construire un vecteur, ce qui est ici. Au centre, vous avez les protéines Spike, mais en amont, en aval, vous avez tous les éléments de régulation. Et ce système peut être fait efficacement dans nos cellules. D'accord? Et les séquences de départ, il est viral. D'accord? Donc, pour des spécialistes, on comprend tout de suite que lorsque les industriels optimisent tout ça, ils vont vraiment optimiser les codons d'expression. Donc le résultat de course, c'est que les séquences qu'ils ont optimisées, qui n'ont rien à voir avec SARS-CoV-2, et encore on n'en parle pas, tous les variants de SARS-CoV-2. Donc oubliez une séquence qui va me donner un produit brevetable. Ça n'existe pas. Donc les points clés, c'est que les DSI sont les éléments moléculaires pour être comparés et partagés. Et en raison de l'évolution, ces séquences sont jamais uniques, parce qu'on peut toujours faire des choses un tout petit peu différentes qui font la même fonction. Les séquences individuelles doivent être combinées avec les ensembles de séquences pour être compris. Et
bien sûr, il y a des produits dérivés secondaires, etc. On ne peut jamais remonter à la source. Donc, il est tout à fait difficile de relier une innovation à une séquence individuelle. Alors, où sont produites les séquences? Les séquences sont produites principalement dans le pays Nord. On peut se demander si la Chine est le pays Nord ou pas, si c'est PIB par habitant, sûrement pas. Mais aussi, on trouve aussi les Indes en 5e position, Mexique en 7e position, Brésil en 8e position. C'est vraiment tout le monde. Nord-Sud, on y contribue. Et qui utilise? On utilise non seulement dans le pays Nord, mais on utilise aussi dans le pays Sud. Vous voyez? Donc, dès le départ, quand on séquence, on le met dans des bases de données publiques, que ce soit bases de données européennes, Japon, aux États-Unis. Et très tôt, ces 3 bases de données forment un consortium qu'on appelle International Nucleotide Sequence Database Collection. Et ils se communiquent en temps réel, tout le temps, plusieurs fois par an, plusieurs fois par jour. Et si je prends maintenant l'exemple de base européenne, il est relié à d'autres sous-bases qui sont beaucoup plus spécialisées. Et si je prends l'un des sous-bases, on peut aussi voir qu'il est relié à bien d'autres choses. Tout ça sont ouverts, interconnectés, indépendantes, échangés en temps réel. Donc vous comprendrez très bien que s'il y a quelque chose qui interfère avec cette, entre guillemets, libre d'échange, accès libre, on va dire, aux données, tout va s'écrouler. Juste pour vous dire quelques chiffres aujourd'hui, alors j'écris au moment où j'écris, je pense qu'en ce moment, ça doit dépenser 230 millions de séquences annotés dans les bases de données publiques. Ils sont liés au bas mot à peu près 2000 bases de données et des outils d'analyse qui sont en aval. Tout s'échange librement et ça produit des centaines de publications, y compris les brevets, et en moyenne, chaque publication cite 44 séquences. Presque 100% vient de bases publiques et les données sont échangées 34 millions de fois par an, 95% bases publiques, et 10 milliards de requêtes de demandes pour à peu près 15 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est simplement la carte de base de données européenne. Vous pouvez cliquer sur le link. Là, il donne à l'instant T, les requêtes se font. Vous voyez très bien, ce n'est pas uniquement les pays nord, les pays sud utilisent pareil. Donc, ça veut dire que l'accès libre et interconnectivité des données sont vitaux pour la recherche et pour l'innovation, et c'est ça qui génère la valeur de la DSI. Donc, le problème de DSI s'est posé à COP13, COP14, que Martine connaît très bien, et les pays sud ont mis une pression pour vraiment arriver à COP15, donc on travaille comme des forçats depuis maintenant 2 ans, et que le secrétariat général de CBD avait proposé des options politiques, et l'année dernière, en fin de l'année dernière, avait même proposé une matrice d'analyse multicritères. Je vous liste seulement 4 principaux critères, mais il y en a encore des sous-critères, il y a encore des sous-options. Ça fait une matrice de 19 fois 10. Si c'était numérique, binaire, tout est faisable, mais malheureusement, ce n'est pas binaire. Sur chaque critère, l'appréciation est libre. Donc, depuis 7 mois que la matrice est sortie, on n'a jamais vu le résultat. Et même si on a vu le résultat, on peut demander quelle est la robustesse de cette analyse. Alors, heureusement, sous l'égide et l'initiative de l'Agence fédérale allemande de conservation de la nature, et qu'il a convié à des juristes, des négociateurs de l'Union européenne, des États membres, des académiques, dont j'ai l'honneur de faire partie, et aussi avec des managers des bases de données, qui savent comment fait fonctionner l'écosystème. Donc, on a fait une matrice d'analyse beaucoup plus simple. Le critère d'accès, c'est d'un point de vue ouvert, science ouverte, aussi praticabilité, faisabilité. On veut bien contribuer à le partage des avantages, mais à condition que l'écosystème de base de données DSI puisse fonctionner. Donc, on est arrivé à des options, des préférences.
On peut même accepter des maths standardisées et compléter avec d'autres coopérations. Et c'est de là que le DSI Scientific Network a publié en février dans Nature Communications un modèle, ce qu'on appelle découpler l'accès libre de séquences DSI avec un financement multilatéral. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça prendra tout le temps, beaucoup de temps. Et c'est ça qui a été discuté lorsque le CDB a été réuni à Genève au mois de mars, ça a été présenté, mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, juste pour vous dire qu'il est peut-être plus facile de donner des chiffres fiables, parce que ça vient des données publiques ou des bases de données publiques, hein, donc on peut retracer. Donc, selon Global Biodata Coalition, depuis le départ du séquençage, on peut estimer au minima 500 milliards de dollars dépensés pour séquencer, et probablement 1000 milliards. Et on sait qu'il y a 500 millions qui étaient servis pour que l'utilisateur puisse accéder. Donc, sur la base de 10 à 15 millions d'utilisateurs, on peut dire que 30 à 50 kilos US dollars étaient dépensés pour générer les données de séquence et 30 à 50 pour avoir des supports de données. Il peut y avoir aussi d'autres avantages non monétaires liés au renforcement de capacité, transfert de technologie. Alors, c'est beaucoup plus compliqué et flou, et il n'y a pas de chiffres, sur les avantages monétaires DSI si on veut passer par une modalité multilatérale. Il y a des propositions, des micro-prélèvements, des micro-taxes et d'autres. D'ailleurs, le micro-taxe a été proposé par le groupe africain. Je vous traduis, 1% de la vente dans les pays développés des produits basés sur les ressources génétiques, les DSI, les connaissances traditionnelles, lorsque le système bilatéral, c'est-à-dire Nagoya, n'est pas réalisable ou praticable. Admettons que c'est extrêmement clair comme définition. Alors déjà, est-ce qu'un système multilatéral de prélèvement, ça peut marcher? Est-ce qu'il y a un exemple? Oui, il y a un exemple, mais ce n'est pas encore universel. Ce qu'on appelle taxe Tobin sur les transactions financières. D'accord. J'ai bientôt fini. Hein. Donc, l'Europe avait discuté sur 0,1% juste avant le Covid. Ils estiment la répercussion de 10 à 30 milliards pour financer la transition énergétique. Et depuis Covid, ça s'est tombé. Alors, il y a quelque chose que tout le monde paye, billet d'avion, tout le monde accepte, ou moi, c'est ça, être simple. Alors, pour que ce soit faisable, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il faut que la base soit large, donc on met moins de prélèvements, mais que ce soit facilement à définir. J'achète une action, une obligation, j'achète un billet d'avion, c'est quantifiable, ce n'est pas discutable. D'accord ? Donc, la définition du groupe africain, on va oublier. Ce qu'on pourrait proposer sur le micro-prélèvement sur tout produit issu ou dérivé de la biodiversité ou ressources naturelles. D'accord. Donc ça, c'est une petite analyse que j'ai faite complètement amateur, hein, puisque je n'ai pas accédé à des bases de données économiques. Pardon, c'est quoi ça ? On peut estimer en 2022 plus de 2000 milliards de dollars dans le secteur de santé et alimentation et presque 500 milliards pour les autres secteurs utilisant les ressources naturelles, y compris les plantes, c'est-à-dire 350 milliards dans le secteur de cosmétiques. Donc si on dit, OK, on ne reste que sur ces chiffres-là, on fait micro-prélèvement dans la proportion qu'on fait pour le taxe Tobin, ça me fait 2,5 à 7,5 milliards de dollars par an. Et si je dis, OK, si de 2023-2030, le temps où le COP15 finit par signer, ça fait 8 ans, ça me fait entre 20 à 60 milliards cumulés. C'est pas trop mal, hein, parce que le fonds général, on parle de 500 milliards et 700 milliards, c'est presque tout ça. Mais il y a un hic, il faut impliquer d'autres organisations comme l'OMS, hein, puisqu'on s'agit de l'OMS, de commerce, mais aussi avec d'autres conventions comme TIRPA et ressources biologiques en haute mer.
Juste un mot sur TIRPA. TIRPA a aussi TIRPA, c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Et il partage quelques similitudes, c'est-à-dire avec DSI, c'est-à-dire qu'il est difficile d'une ressource donner un produit, et souvent c'est la combinaison de ressources phytogénétiques qui donne un produit. Donc ça, c'est une ressemblance avec ça, et qu'ils ont arrivé à un mécanisme multilatéral. Aujourd'hui, 35 espèces cultivées, 29 espèces fougères, selon un accord de transfert matériel standard. Et juste pour vous montrer les options, les acquéreurs ont deux options en main. Soit ils achètent une ressource qu'ils commercialisent, qui paie 0,77% pour le produit de vente issu de cette ressource, soit ils paient 0,5% sur toutes ces ventes, peu importe qu'il a incorporé ou pas les ressources qui est de ça. Et dans le cas de DSI, le premier, ça ne peut pas marcher, ça ne peut marcher que de flat tax. La question qui se met, est-ce qu'on met 0,3% ou on aligne sur le 0,5%? Juste pour vous dire, avant-dernier diapo, quelles seraient les pistes de réflexion sur les critères de distribution? Ce qui est bien, tout le monde d'accord, c'est le renforcement de capacité, transfert de technologie. Il faut aussi financer les bases de données, parce qu'il y a beaucoup de bases de données qui ont besoin d'être maintenues. CBD propose que financer des projets visant à conserver, voire restaurer les écosystèmes. Mais je pense qu'il faut aussi incorporer une distribution selon la richesse de biodiversité répertoriée, par exemple, dans le GBIF. Ça, c'est non contestable et c'est incentive. Pourquoi? Plus vous répertoriez votre ressource génétique, plus vous allez recevoir les fonds et vous pouvez utiliser ces fonds-là pour accompagner les transitions énergétiques. Dernier diapo. Quels sont les points d'accord et les points de désaccord? Point d'accord, c'est que tout le monde dise qu'il faut garder l'accès libre, mais 36 nuances. Divergence, c'est la modalité. Comment est-ce qu'on fait le bilatéral? C'est sûrement ne marche pas multilatéral, et que les pays du Sud commencent à lâcher du mot, dire que ça peut marcher avec hybride. Pourquoi pas? Position européenne. Position européenne, c'est préserver le libre d'accès, être pratique pour la mise en œuvre, garantir les avantages générés, soit contribuer à la conservation, à l'utilisation durable, et garantir la sécurité juridique, être à l'épreuve du temps et adapter aux autres instruments comme TIRPA, BBNJ, etc. Je vous remercie. Merci Jiansheng. Donc on va me laisser la parole maintenant à Valérie Boisvert, professeure à l'Université de Lausanne, qui va nous parler donc du partage des avantages entre Nord-Sud. Oui, en espérant que le PowerPoint va marcher. Ah, parfait, il est là. Alors, j'avais prévu de vous parler du partage des avantages en des termes très généraux. J'espère qu'ils ne le seront pas trop. Je n'avais aucune idée du degré de familiarité qui serait le vôtre avec cette question-là. Donc, je vous prie de m'excuser si je reviens sur des choses un peu fondamentales. La question de l'accès et du partage des avantages telles qu'elles sont abordées aujourd'hui dans le cadre mondial pour la biodiversité, en tout cas dans le projet qui circule, sont formulées exactement, pratiquement dans les mêmes termes que ces questions ont été formulées dans la Convention sur la diversité biologique et reprises dans le protocole de Nagoya. On a vu lors des sessions précédentes à quel point il y avait eu des innovations conceptuelles, langagières et des avancées sur certains sujets. Sur l'APA, on n'a pas beaucoup bougé. Les formulations sont en tout cas toujours les mêmes. Le projet tel qu'il est affiché est dans les grandes lignes identique à celui qui était déjà dans la Convention sur la diversité biologique en 1992. Et donc, je vous ai mis ici
ce qui figure dans l'objectif C du projet de cadre mondial pour la biodiversité. Il est question donc de partager les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques de manière juste et équitable, avec une augmentation substantielle des avantages monétaires et non monétaires partagés, notamment, est-il noté, en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit dans ce projet de cadre mondial? De tirer plus d'argent, qu'il y ait une redistribution plus importante d'argent tiré de l'exploitation des ressources génétiques, de l'utilisation des ressources génétiques telle qu'elle est comprise dans la Convention sur la diversité biologique. Je vais y revenir dans une seconde. Donc augmenter cette redistribution vers les pays du Sud. Si on en est là aujourd'hui, c'est que finalement, si on se retrouve à poser dans les mêmes termes qu'il y a 30 ans la question de l'accès et du partage des avantages, c'est qu'on n'a pas pu avancer de façon substantielle sur ce thème-là. Quand on parle d'accès et de partage des avantages dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte qu'une partie des revenus qui seraient tirés de l'utilisation des ressources génétiques issues de pays du Sud reviennent dans ces pays du Sud, permettent de rétribuer les communautés autochtones et locales si elles ont fourni des savoirs, des connaissances traditionnelles liées à ces ressources qui ont permis d'en tirer des innovations. Il est prévu de réinvestir autant que faire se peut une partie de ces revenus, de ces avantages divers dans la conservation. Initialement, on misait surtout sur des avantages monétaires. Assez vite, il s'est avéré que les avantages monétaires seraient peu nombreux, de sorte que les avantages non monétaires ont été fortement mis en avant. Donc il s'agit que les activités menées à partir des ressources génétiques bénéficient à la conservation dans les pays riches en biodiversité, ce par quoi il faut entendre, dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, des pays du Sud. Donc ceci étant posé, il est question d'accès et de partage des avantages tirés des ressources génétiques. Par ressources génétiques, il faut entendre quelque chose de plus large que ce que ne suggère le terme, peut-être dans une acception scientifique étroite. Il s'agit de la composition génétique ou biochimique des ressources et des produits du métabolisme. Et par utilisation, et ça c'est vraiment important pour la suite, on entend des activités essentiellement de recherche et de développement, à but commercial ou non, mais qui seraient réalisées sur les ressources génétiques. Donc, le type d'activités qui ont guidé l'élaboration de ce principe d'accès et de partage des avantages, ce qu'on avait en tête au milieu des années 80, au début des années 90, quand la Convention sur la diversité biologique a été rédigée, c'était plutôt la bioprospection. C'était donc la découverte, l'identification de principes actifs ou de molécules susceptibles de déboucher sur des innovations. On pensait en particulier à des innovations dans le domaine pharmaceutique, innovations brevetées. Donc on imaginait que les brevets conférant des situations de monopole allaient permettre de faire en sorte que les molécules ou que les plantes issues de milieux tropicaux rapportent énormément d'argent, et on se disait que si une partie de cet argent revenait au pays d'origine, ça permettrait d'avoir des moyens pour financer la conservation. Donc il y avait beaucoup de spéculations dans les années 80, au début des années 90, sur la bioprospection. Ce cadre de l'APA, les termes qui sont utilisés, la façon dont les questions sont posées, c'est assez daté. C'est assez situé, ça date donc de la fin des années 80, début des années 90, en relation avec donc des projections qu'on faisait sur l'avenir de la recherche pharmaceutique
liées aux plantes à partir des substances naturelles. Et c'est un peu curieux de voir que ce même cadre est réaffirmé dans les mêmes termes aujourd'hui, 30 ans plus tard, alors que finalement ça fait 30 ans qu'on essaie de le mettre en place et que force est de constater que c'est extrêmement complexe, compliqué. D'abord, il est difficile de mettre en place le cadre requis, je vais y revenir, et ensuite, il n'est pas évident qu'il puisse être extrêmement profitable, extrêmement lucratif, car les concepts qui le fondent ont une portée pratique, somme toute, assez limitée. Donc, quels étaient les objectifs il y a 30 ans en cherchant à mettre en place ce cadre? Il y en avait toute une série, hein, et puis des objectifs différents selon les catégories d'acteurs concernés, bien entendu, selon les groupes de pays, selon les catégories d'intérêt, selon que l'on soit donc, des scientifiques, les mouvements de défense des droits autochtones. Les attentes étaient diverses, pays du Sud, pays du Nord. Ce qui était partagé, c'était l'idée qu'en rendant tangibles et visibles les valeurs économiques potentielles de la biodiversité, on crée une vraie justification économique à la conservation, qu'il fallait développer des incitations économiques à la conservation, et que ça paraissait particulièrement intéressant d'associer la conservation à l'innovation. On attendait de nouveaux modèles reposant sur ces principes ou sur ces idées-là qui permettent d'accéder à de nouveaux financements pour la conservation, des financements privés. Et dans le même temps, il y avait toute une série d'objectifs politiques qui étaient poursuivis, notamment celui d'accéder à une demande de reconnaissance des savoirs autochtones et locaux, elle-même liée à une aspiration des communautés autochtones et locales à voir plus globalement reconnaître leurs droits. On était dans un contexte de lutte contre la biopiraterie, avec quelques exemples, beaucoup, même très très médiatisés, de dépôts de brevets sur des plantes qui auraient été utilisées de façon traditionnelle dans des pharmacopées locales ou pour des usages cosmétiques locaux dans des pays du Sud et dont les usages n'auraient donc pas été nouveaux. Et il y avait une grande sensibilité à ces questions-là dans les pays du Sud. Il s'agissait donc d'agir de façon plus globale contre une appropriation perçue comme illégitime de rentes issues des pays du Sud, appropriation par des acteurs du Nord, des acteurs scientifiques et des acteurs industriels. Et de façon plus positive, donc, comme on spéculait beaucoup sur l'avenir de la bioprospection, il s'agissait de réguler la bioprospection, d'en faire un levier pour qu'elle puisse contribuer à la conservation de la biodiversité à travers sa valorisation économique. Donc, où en est-on 30 ans après? Les objectifs restent largement réaffirmés. On est un peu revenu de la possibilité d'utiliser les arènes de conservation de la biodiversité pour en faire un levier pour la reconnaissance des droits autochtones, parce que les tentatives à cet égard n'ont pas complètement fonctionné. Ou en tout cas, certaines choses qui pouvaient être faites l'ont été. Lutter contre la biopiraterie, il s'est vite révélé que la biopiraterie, c'était quelque chose de plus complexe, que ça relevait plus du sentiment de spoliation que d'un vol à proprement parler d'idées ou de propriété intellectuelle, et que l'illégitimité ou le sentiment de spoliation, ça ne se règle pas uniquement par le droit. De sorte qu'aujourd'hui, les objectifs donc sont un peu différents. Certains objectifs de l'APA sont les mêmes qu'il y a 30 ans, parce qu'on a toujours cette idée de la valorisation économique comme levier pour la conservation de la biodiversité. En revanche, sur les modalités, il y a peut-être des évolutions. En tout cas, il devrait y en avoir. Et c'est un peu frappant que le cadre sur l'APA proposé dans le cadre mondial pour la biodiversité soit aussi similaire que ce qu'on peut constater des définitions des années 90.
Donc les définitions sur lesquelles reposait l'accès et le partage des avantages que j'ai évoquées tout à l'heure, elles s'appliquent à des pans très importants de la recherche fondamentale, et en même temps, elles excluent beaucoup d'activités lucratives à partir de la biodiversité. Donc on peut se demander si finalement elles remplissent leurs objectifs. On s'est vite rendu compte, à partir du moment où on a commencé à essayer de mettre en place des législations pour l'accès et le partage des avantages, que ces définitions initiales des ressources génétiques ou des utilisations étaient difficilement opérantes, qu'on était, on était dans l'obligation de les préciser en permanence. Ça correspondait à une vision de l'utilisation de la biodiversité liée à un espèce de fantasme de la bioprospection assez éloigné de la réalité des pratiques. Et puis, bon, tout ce qui sur le papier semblait relativement simple, des principes frappés au coin du bon sens, s'est avéré vraiment difficile à mettre en œuvre. Donc finalement, toutes les notions sur lesquelles reposaient et reposent encore, puisqu'on reprend d'anciennes définitions, l'accès et le partage des avantages sont problématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un avantage issu des ressources, issu de la biodiversité? C'est plus difficile qu'il n'y paraît à définir. Qu'est-ce que c'est quelles sont les ressources et quels sont les savoirs qui devraient être visés par un dispositif d'APA? C'est compliqué aussi. On s'est vite rendu compte qu'il y avait des décalages très importants dans le temps et dans l'espace entre les moments de collecte des ressources et les moments d'utilisation au sens de la Convention, qu'il y avait beaucoup de collections qui étaient constituées, que les ressources circulaient énormément, qu'il y avait de nombreux intermédiaires, que la traçabilité était quelque chose de complexe, qu'il y avait des chaînes de valorisation et pas juste des industriels indélicats qui iraient faire de la prospection dans les forêts tropicales et qui retourneraient dans leur propre laboratoire pour y faire de la recherche, mais des chaînes de médiation beaucoup plus complexes. L'utilisation des savoirs locaux, alors ça pourrait être en soi un sujet très long. C'était également beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait imaginé sans doute de prime abord. Donc finalement, les promesses n'ont pas été tenues, les promesses liées à l'APA, promesses d'accès facilité aux ressources d'une part, et puis promesses de partage des avantages d'autre part. Ce qui laisse l'impression, qui est un peu plus qu'une impression, assez persistante d'un problème non réglé parce que probablement mal posé, et ce qui fait que l'insécurité juridique vraisemblablement perdure. Il est toujours bien plus malaisé qu'on peut l'imaginer de prime abord de définir pour une recherche précise, si on va accéder ou non à des ressources génétiques, à qui est-ce qu'il faut demander quoi, quel est le statut de ressources qui ont été collectées entre l'adoption du protocole de Nagoya, la ratification du protocole de Nagoya, et puis l'adoption d'un texte dans le pays concerné. On est à la fois tenu par la législation du pays dans lequel on se trouve et par la législation du pays dans lequel on s'est procuré les ressources, éventuellement par la législation aussi des pays qui ont été traversés par les ressources. Donc tout ça est très complexe. Et bon, il y a de nombreuses activités, je le mentionnais par ailleurs, de nombreuses formes de valorisation qui échappent à ce cadrage. Le gros de la valeur économique qu'on sort de la biodiversité, qu'on tire de la biodiversité, c'est lié à des chaînes de valeur qui sont déjà installées. Il n'y a pas forcément d'innovation. Il n'y a pas que l'innovation issue de la biodiversité qui représente un potentiel économique. Il y a aussi l'exploitation économique de la biodiversité, tout simplement. Or, ce n'est pas ça qu'encadre l'APA. Et puis, bon, on a évoqué déjà longuement toutes les différentes acceptions, définitions, concepts autour de la biodiversité qui ont été développés depuis les années 90. On parlait de ressources génétiques, maintenant, il y a une grande diversité de valeurs qu'on associe à différents concepts liés à la nature. Et bon, peut-être le dernier élément, c'est l'information génétique dont on vient de parler.
Donc, et je finirai là-dessus. En fait, on a deux types d'activités qui seraient intéressantes parmi d'autres, hein, qui seraient intéressantes à prendre en considération si on acceptait de quitter ce cadrage étroit sur l'APA pour avoir une vision plus étendue, plus élargie, qui se conforme sinon à la lettre, du moins à l'esprit du partage des avantages. Deux types de choses à prendre en considération, mais qui sont d'abord les filières existantes à base de substances naturelles, qui travaillent sur les substances naturelles, filières installées, donc on appelle ça du biocommerce ou biotrade. Et donc là, on est sur des marchés à organiser, à réguler, avec des normes, avec des standards, avec des certifications, avec des engagements volontaires. Donc là, la régulation dépend de la régulation de ces marchés et de ces filières. Et puis, donc l'autre piste à explorer qu'on vient d'évoquer, et je finis vraiment là-dessus, c'est celle pour tout ce qui est immatériel de création de fonds multilatéraux qui seraient alimentés par les utilisateurs de ressources et qui iraient au financement de la conservation in situ. Parce que la conservation, inutile de vous dire que par ailleurs, elle est un peu perdue de vue dans des projets qui visent avant tout la valorisation et le partage des avantages. Mais, et je finirai là pour le coup vraiment là-dessus, si l'APA finalement, ça tourne autour de filières et ça tourne autour de la régulation de marchés existants, ça pose la question de l'adéquation entre ce qu'il faudrait mettre en place pour réguler les pratiques de valorisation réellement existantes et le régime qui est instauré par la Convention sur la diversité biologique, avec une souveraineté accordée aux États sur les ressources qui se trouvent sur leur territoire. Si on régulait les marchés, c'est pas forcément, et des filières ne va pas permettre forcément aux États d'exercer la souveraineté qu'ils souhaiteraient sur les ressources issues de leur territoire. Et ça pose aussi la question de la place laissée aux communautés autochtones et locales. On part sur quelque chose de complètement différent et qui ne répondrait pas, par ailleurs, probablement aux attentes complètement non plus. Voilà, on en a pour 15 minutes. En plus, c'est plutôt favorable parce qu'il y a des choses, il y aura des redites, donc je vais pouvoir aller assez vite sur certaines diapos. Notamment sur les trois fondements de l'APA, hein, conservation, utilisation durable et partage juste et équitable, qui sont les trois fondements, les trois piliers de la CDB, mais qui sont les trois fondements qui vont intervenir et alimenter un cercle vertueux. Et l'APA, finalement, a besoin d'utiliser les ressources durables pour les partager équitablement avec les pays sources pour que ensuite ces bénéfices interviennent dans la conservation de la diversité biologique. En effet, si on voit qu'à un moment donné, la chaîne se brise, ben, la roue n'avance plus. Et là, c'est ce qu'on rencontre actuellement, hein, c'est qu'on n'arrive pas, par l'APA, à alimenter des programmes de conservation de diversité biologique. Nous l'avons vu, c'est surtout les activités de R&D qui vont être concernées et rentrer dans le scope de l'APA, mais aussi beaucoup d'autres activités comme certaines valorisations de connaissances traditionnelles et également la valorisation de toute activité. On a parlé tout à l'heure de brevets, on a parlé de publications sur lesquelles on va apporter de la valeur et de la connaissance. Et tous ces domaines seront dans le domaine de l'APA. Et pour certains pays qui mettent en place des réglementations contraignantes, nous avons aussi des achats de commodités commerciales qui peuvent être contraintes à des royalties. Les législations se mettent en place donc, au fur et à mesure par les pays signataires. 132 pays signataires à l'heure actuelle, mais il faut savoir que les États qui ne sont pas signataires ont aussi leurs propres lois nationales auxquelles il faut se confondre lorsqu'on veut approvisionner des matières premières, des ressources génétiques. Donc les utilisateurs doivent verrouiller ces aspects-là
les activités concernées, les modalités d'accès dans les pays et les modalités de partage, quel que soit le pays dans lequel ils vont sourcer. Nous avons vu que la R&D était principalement concernée. Et comme le disait tout à l'heure Valérie Boisvert, c'est la pharmacie qui était à la base, hein, il y a 20-30 ans, complètement dans le scope de la CBD et de Nagoya pour pouvoir partager ses bénéfices. Or, c'est un secteur qui est en mutation. Depuis plus d'une dizaine d'années, tous les programmes de bioprospection ont été interrompus au profit de recherches sur les micro-organismes, sur de l'immunoconjugué, mais également sur l'ARN, comme on a pu le voir. Donc finalement, le retour et l'implication de la pharma sur l'APA reste à ce jour très faible. L'alimentaire, qui est le secteur industriel qui va échanger le plus de matières d'origine naturelle à l'heure actuelle, et de son côté, sous le couvert d'un autre traité dont on a parlé tout à l'heure également, qui est le TIRPA, et qui avait déjà 10 ans auparavant de Nagoya commencé à poser les premiers jalons et les premières pierres sur la conservation, l'utilisation durable des ressources phytogénétiques et des avantages pris et redistribués. La nutraceutique, je fais juste un petit focus, qui utilise beaucoup de matières d'origine naturelle et végétale, qui se situe entre l'aliment et la santé, a un statut à part, puisqu'elle ne fait pas de R&D, pas de bioprospection, puisque cette industrie va travailler sur l'usage et la valorisation de plantes traditionnelles dans le pays pour lequel la plante est traditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher une plante au Brésil pour pouvoir faire un nutraceutique original en France si la plante n'a pas été déjà utilisée dans la transition. Or, ce qui reste comme dernier secteur, c'est la cosmétique. Et c'est aujourd'hui le seul secteur qui va porter aujourd'hui l'APA, puisqu'elle va être assez dynamique dans la prospection, dans la recherche de nouvelles idées au niveau des plantes, au niveau des technologies qui lui sont associées pour extraire de nouveaux principes actifs et pour breveter ces nouveaux principes actifs. Certains chiffres montrent que, notamment en France, hein, dans les déclarations qui sont faites auprès du ministère de la Transition écologique, que, mis à part les 80% de déclarations qui sont faites par les organismes publics, 20% de l'industrie, dont la quasi-majorité provient de l'industrie cosmétique, et qui, du coup, doit s'organiser par rapport aux accès et aux règlements qui se mettent en place dans les différents pays où elle va se sourcer. Et on retrouve des disparités selon les pays, qui donnent lieu, actuellement, à des possibilités d'inciter l'industrie cosmétique à aller plutôt se sourcer sur des pays dont l'accès est libre, plutôt que sur des pays où les accès sont plutôt contraignants et où les démarches sont plutôt longues, coûteuses et incertaines, puisque encore en cours de négociation sur des décrets avec des incertitudes sur une rétroactivité ou pas. Je voulais juste faire part de l'impact qu'avait le secteur cosmétique sur la biodiversité. Pour moi, alors c'est un avis personnel, son impact est vraiment faible en termes de prélèvement de biomasse, puisque cette activité est, comme on le dit, cosmétique, donc mineure par rapport à l'alimentaire et à la santé qui vont préoccuper beaucoup plus de monde et en quantité beaucoup plus importante, mais fort en termes de diversité des sources et en mise en lumière du patrimoine naturel à préserver. En ce sens, actuellement, c'est la cosmétique qui porte et qui rend un service à la biodiversité en montrant les bénéfices qu'elle peut y apporter.
Je passerai très rapidement sur cette slide pour vous dire que l'érosion, malgré ça, continue d'avancer. L'érosion de la biodiversité avec une déforestation qui est toujours aussi abondante. Hein. Le rapport du World Resource Institute dénombre pas moins de 120 000 km² donc déforestés en 2018. Une artificialisation des sols qui est toujours aussi active. En quoi l'APA a pu faire avancer des choses? Peut-être c'est au niveau de la biopiraterie, puisque le fait de signer des accords, que ce soit aussi bien au niveau d'accords sur Nagoya, mais aussi avec le traité TIRPA pour l'alimentaire, ça a permis vraiment de signer des accords et de lutter contre l'utilisation frauduleuse et la prise de brevets sans consentement préalable. Donc l'industrie, comment s'organise-t-elle du coup? Un exemple et un modèle Pierre Fabre qui a à la base un modèle original, puisque l'entité Pierre Fabre dépend d'une fondation, voilà, d'utilité publique, dont la mission principale est de permettre aux populations des pays émergents d'accéder à des soins et à de la médication d'usage courant. Le végétal est vraiment très présent, est au cœur de notre métier, puisque 65% du chiffre d'affaires de la société est basé sur des produits qui utilisent des plantes en tant que principe actif. Donc on voit que nous sommes très dépendants de cette biodiversité-là, et les engagements de naturalité sont portés par un département qui s'appelle Green Mission Pierre Fabre, qui porte aussi la démarche RSE du groupe, qui est reconnu par l'AFNOR au niveau exemplaire. Donc, pour faire face à l'APA, nous devons nous organiser, et pour cela, il faut avoir des ressources réglementaires, il faut tracer, tout documenter pour répondre aux exigences européennes, nationales, et se confronter aux exigences des pays sur lesquels on va se sourcer. Il faut faire l'analyse de risque à chaque moment du développement, mais aussi au cours du cycle de vie du produit, en fonction des évolutions commerciales qu'on peut donner à un produit, qui peuvent amener à des changements au niveau des retours qu'on pourrait faire au pays. Pour cela, un comité est mis en place qui comprend toutes les parties prenantes au sein du groupe, notamment le juridique, le réglementaire et le marketing, et la R&D également. Juste 3 exemples pour finir la présentation et pour vous montrer que les démarches, elles sont actuellement assez lourdes et très différenciantes d'un pays à un autre. On a par exemple 3 pays sur lesquels nous sommes impliqués dans des prélèvements de ressources génétiques pour la fabrication de nos produits, de certains actifs, mais pour lesquels nous sommes encore en négociation, et notamment au Brésil depuis des années, pour savoir comment vont évoluer certains décrets applicatifs. En fonction de ça, les modalités de partage pourront être discutées, non monétaires et monétaires. De même qu'à Madagascar, nous sommes toujours en attente de parution de décrets d'application, en plus dont texte qui a été approuvé en 2021. Le fait qu'il y ait des élections, je crois, prochainement, va encore amener à repousser en fait la parution des décrets et nous oblige à échanger très régulièrement avec les points focaux pour savoir vers quelles orientations on pourrait prendre et quel partage on pourrait faire in fine sur les produits qu'on va commercialiser. La France, de son côté,
a en effet mis en place des textes qui sont en application, mais des clarifications sont encore en cours, et notamment sur certaines notions, comme la notion de plantes cultivées versus plantes collectées, et à partir de quel moment on peut dire qu'une plante est cultivée, parce qu'il ne s'agit pas d'aller prélever de la graine dans la nature pour la cultiver, pour qu'elle soit décrite comme cultivée. Donc il y a des aspects juridiques là qui sont encore en négociation. À côté de ça, nous avons beaucoup de choses qui sont mises en place, et j'en aurai fini après ça, et qui vont se substituer finalement à ce statu quo qui existe à l'heure actuelle. Au Brésil, par exemple, pour lequel nous avons mis en place une filière d'approvisionnement sur le cupuaçu. Par l'intermédiaire de notre fondation Chlorane, nous finançons un programme d'agroforesterie qui vise à lutter contre une déforestation abusive en lisière de la communauté qu'on essaye de protéger, et en les sensibilisant à la biodiversité, mais aussi avec un transfert à la communauté de savoir-faire sur la production et la diversification des activités en agroforesterie. À Madagascar, nous avons une filiale 100% Pierre Fabre qui emploie 30 personnes, mais à côté de ça, qui fait vivre dans la collecte de plantes médicinales plus de 2000 familles. Donc un apport non négligeable dans une région du sud de Madagascar qui est particulièrement touchée par la pauvreté. Nous sommes propriétaires de plus d'1 millier d'hectares de terrain, mais dont la moitié est laissée libre d'usage aux populations locales pour y vivre, et dont une partie aussi a été mise en réserve protégée. Ensuite, nous avons toutes les actions, pour finir, qui sont mises en place sur notre berceau local en France, avec l'appui, le développement de filières biologiques, la mise en place aussi de haies champêtres, et également la promotion des achats responsables qui sont faits au sein du groupe. Donc pour vous dire et pour conclure, et je pense que je n'aurai pas trop débordé, je m'adresse au maître du temps, nous avons une dépendance historique et encore actuelle à la biodiversité, mais face au règlement actuel de l'APA qui est pour moi un quasi-échec actuellement, on doit quand même s'organiser pour répondre à des exigences de règlement, anticiper ce qui pourrait nous tomber dessus dans l'avenir, en mettant en place de la gouvernance, du pilotage, de la stratégie. Les peu d'avantages sont actuellement visibles au niveau de la conservation, donc il faudrait peut-être accélérer les choses là-dessus. Et c'est pourquoi la prise en compte de tout ce que fait la RSE de nombreux groupes actuellement au niveau français pourrait être portée et apporter des bénéfices réellement aux pays sources sur lesquels on peut être en partenariat. Je vous remercie pour votre attention. On en a fini et on vous laisse pour les questions. Merci Stéphane. Donc 3 interventions complémentaires. On a 8 minutes pour des questions. Merci. Merci, bonjour et merci à tous les intervenants. Rapidement, un commentaire et puis une question. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par vos expériences et les retours d'expérience, plus exactement, concernant les partages justes et équitables. Pourquoi ? Parce que j'ai été en 2016-2015 un des rédacteurs auprès des ministres en charge de l'environnement et de la biodiversité de cette loi, qui est une loi importante. Elle a fait l'objet d'un travail immense en termes scientifiques, techniques, et plus de 80 décrets réglementaires d'application. Donc vous imaginez un petit peu la somme de travail. J'entends bien ce que vous avez expliqué juste avant sur le fait que, un travail à poursuivre justement aujourd'hui dans la mise en œuvre
et le fait qu'il y a des notions techniques, juridiques, scientifiques qui ne sont pas encore suffisamment claires et qu'il faut y travailler. J'en viens rapidement à ma question. Vous avez donné l'exemple de la cosmétique concernant les retours qu'il pouvait y avoir en termes de partage juste et équitable, puisque ça recouvre également tous les résultats qui peuvent être tirés de l'utilisation commerciale ou non commerciale. Mais qu'est-ce qu'il en est du domaine de la médecine et de la santé? Est-ce qu'on a aujourd'hui des expériences? Est-ce que ces textes ont permis des avancées dans ce sens-là, qui sont profitables justement aux populations et à la santé publique? Voilà, merci. Je prends la parole, oui. C'est ce qu'on évoquait précédemment, c'est que finalement les changements et la mutation qui a été opérée au niveau de la santé, des industries pharmaceutiques, ne permet pas d'avoir le retour escompté sur les pays sources, puisque toutes les activités de R&D actuelles se détournent de la bioprospection et finalement de ce pourquoi on avait essayé de mettre l'APA en place. Monsieur l'a très bien dit tout à l'heure, tout ce qui est génétique est maintenant dans le domaine public et donc est largement partagé. Et là, donc, il n'y a pas de retour monétaire, mais on donne accès finalement aux séquences génétiques à qui veut bien l'utiliser. Et finalement, tous les médicaments à base de plantes qui sont encore sur le marché résultent de recherches qui datent de 20 à 30 ans. Actuellement, on n'a plus malheureusement la possibilité de travailler et de partager avec les populations locales sur ce type de secteur. On avait, nous, par le passé, et sur une de mes diapos, commencé à faire de la bioprospection. Cette activité a duré pendant à peu près une quinzaine d'années, mais là aussi, on l'a stoppée. Et on l'avait entamée bien avant la signature de Nagoya. Et à ce moment-là, ce que nous faisions, sous couvert finalement de contrats juridiques, nous passions des contrats avec des partenaires locaux pour faire cette prospection-là, en lien avec le point focal, c'est-à-dire que nous avions des accords tripartites, partenaires, point focal local et Pierre Fabre, pour pouvoir enrichir une collection et pour pouvoir partager aussi les herbiers avec le pays source pour avoir un apport à la flore. Mais devant finalement cette mutation du secteur pharmaceutique, nous avons totalement arrêté cette activité-là. Oui, je nuancerais peut-être un tout petit peu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Peut-être quand même que de façon indirecte, l'intérêt pour les savoirs traditionnels a relancé ou lancé l'intérêt pour la médecine traditionnelle et a permis de réaliser des inventaires dans un certain nombre de pays. Et a permis plus ou moins d'avancer suivant que les prospections avaient déjà été plus ou moins réalisées, qu'il y avait déjà un travail réalisé sur lesquels on pouvait s'appuyer. Mais il y a quand même pas mal de programmes qui se sont développés. Alors, c'est pas dans un cadre de transfert, hein, mais vraiment dans des pays du Sud, il y a actuellement beaucoup d'intérêt pour les médicaments traditionnels améliorés. Et l'intérêt pour les savoirs locaux, en tout cas, a permis de revaloriser des savoirs médicinaux et des métiers, des professions et des compétences. Et ça existe quand même, mais pas dans un cadre de transfert. Oui, Claude Fromageau, Groupe Rocher. Que pensez-vous des principes de biocommerce de l'UNCTAD à Genève, qui sont pas loin de chez vous et qui finalement donnent aussi un supra qui est assez intéressant, semble-t-il? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une base intéressante. C'est pour ça que j'ai juste mis rapidement le logo de l'initiative de biocommerce. Il y a une réflexion effectivement tout à fait intéressante qui est menée à l'UNCTAD. Ouais.
Ma réflexion, c'est que les flux qui sont concernés par l'APA sont des flux qui sont quand même relativement confidentiels. Quand on regarde l'ensemble des flux d'usage de la biodiversité, on peut parler de la biomasse de façon générale, voire des services écosystémiques qu'on pourrait aussi essayer de quantifier, voir à qui ils profitent et ensuite mettre en place un mécanisme de partage des avantages issus de ces services. Et je me disais aussi qu'on pourrait réfléchir à des mécanismes un petit peu plus indirects avec, par exemple, sur l'accaparement des terres et des sols, puisqu'on va favoriser une activité souvent dont les avantages bénéficient à des petits groupes, des petits groupes d'humains, parfois pas les populations locales. Et je me demande comment est-ce que vous verriez ce mécanisme d'APA idéal qui prendrait en compte tout ça et qui permettrait vraiment de faire un retour aux populations locales d'un territoire, pays du Sud ou pays du Nord d'ailleurs, parce qu'on voit aussi ça dans nos pays, pour qu'on ait vraiment un partage juste et équitable des avantages issus de la biodiversité. Donc pour lutter contre l'accaparement des terres, c'est vrai que l'industrie, elle raisonne différemment. C'est-à-dire qu'on part du postulat que les terres sont réservées à l'alimentaire et à nourrir les populations qui peuvent en vivre. Et par contre, l'industrie pharma, on la met un peu de côté puisque finalement, elle a changé de vision et de stratégie. Mais la cosmétique, de son côté, va utiliser finalement et va réfléchir de façon à utiliser des coproduits qui sont pour ne pas utiliser un peu plus de terre et va essayer de faire une veille sur toute l'agriculture, toutes les industries qui sont en mesure d'offrir de nouvelles matières premières qui pourraient être revalorisées et donner du coup de la valeur aux pays sources, puisque c'est un déchet pour le cultivateur qui peut trouver une manne supplémentaire financière auprès d'utilisateurs. Vaste question. C'est un exemple parmi d'autres, mais sur lesquels en fait on est toujours en réflexion et en pleine mutation. Donc le temps file, on va être obligé de clore la troisième session, mais donc ça sera un sujet de réflexion. Enfin, je pense effectivement le sujet il est très vaste, ouvert par la question d'Hélène. Ça vaudra la peine peut-être d'y réfléchir, d'adresser la question au Conseil scientifique et au COS. Donc on va stopper tout de suite la troisième session. Merci pour vos interventions qui ouvrent beaucoup de pistes. Donc sans tarder, on voit tout de suite la représentation graphique et puis je convie donc Ophélie Ronce, présidente du Conseil scientifique, à venir, et Claude Fromageau, vice-président du COS, qui vont donc nous apporter leurs conclusions sur la journée. Voilà, il s'agit de Dame Nature qui accouche d'une nouvelle planète. On ne peut pas changer la nôtre, mais j'espère que celle-ci va devenir plus soutenable avec et grâce aux actions de tous. Merci. Donc Ophélie, tout de suite. Ophélie Ronce. Donc merci. Donc, comme d'habitude, je suis saisie par un sentiment d'illégitimité totale quand on me demande de faire une conclusion pour une journée aussi riche et où j'ai aussi peu d'expertise. Mais en fait, quand on a préparé cette journée avec le conseil scientifique, en discutant avec la FRB, on avait effectivement beaucoup de difficultés à organiser ces discussions autour de ces piliers qui sont vraiment imbriqués les uns avec les autres. Et donc, je voudrais essayer de reprendre un peu un fil dans un autre sens pour essayer de voir un peu le lien avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et donc, effectivement, enfin, le parti pris qui a été adopté de montrer comment, effectivement, les usages changeaient la conservation et comment le partage change aussi la conservation. Je voudrais peut-être repartir de ça, de cette dernière session,
Parce qu'en fait, il y a aussi des objectifs. Et puis, je voulais aussi parler du rôle de la recherche, revenir là-dessus, puisque c'est un peu l'objet de cette fondation, de parler de ce rôle de chercheur dans toutes ces problématiques. Et donc, en fait, il y a des résultats intéressants de recherche qui montrent justement que l'efficacité, en fait, à la fois de la réalisation des objectifs de conservation et de la qualité des usages liés à la biodiversité dépend fondamentalement en fait du bon fonctionnement de ce système de partage. Au-delà de l'APA dont on a discuté aujourd'hui, mais en termes de gouvernance, de démocratie, de décision sur effectivement ces compromis qui traversent toutes ces décisions dont on a vu entre différentes dimensions de la diversité, des services, ces aspects de l'intégrité ou des valeurs qui sont associées à celle-là. Et du coup, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on intègre plus en fait dans notre réflexion de comment cette notion de partage dépasse celle de la rétribution, mais intervient dans la gouvernance, donc pour revenir aux discussions de ce matin. Et pour revenir un peu, pendant que j'écoutais les discussions sur la notion d'intégrité des écosystèmes, et son caractère multidimensionnel et multifonctionnel, je trouve que en fait, autant cette notion, et peut-être aussi celle des solutions fondées sur la nature, sont des notions très larges, dont on voit bien l'intérêt conceptuel pour attirer l'attention sur des aspects systémiques plus globaux, ou une conservation pas simplement qui ne regarde pas une seule dimension. En même temps, on a une espèce de difficulté opérationnelle dans tous les cas de définir ça précisément dans un cas concret. Et en même temps, même, il y a potentiellement des dangers, parce qu'en fait, si on arrivait à une définition très précise de l'intégrité des écosystèmes, avec cette espèce d'ambition d'universalité de cette convention internationale, peut-être on va retomber dans les écueils dont on discutait ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, en quelle mesure ça ne va pas être un groupe qui va décider de comment on pondère ces différentes dimensions, et on va les imposer au reste du monde et à toutes les localités en fonction de situations locales, ou peut-être simplement des enjeux de démocratie ou des enjeux d'efficacité. En fait, la pondération doit se faire différemment. Donc est-ce qu'il faut que ces notions restent un peu creuses et conceptuelles, simplement pour nous guider dans des décisions qui sont des décisions de négociation politique et informées par la science, certes, et la recherche, sur comment est-ce qu'on fait cette pondération, et est-ce qu'il faut laisser une liberté à ce degré de pondération au niveau local, finalement, qui est nourri par l'expérience, ou est-ce qu'il faut qu'on précise les choses, parce que sinon ça va servir à rien, ça ne va pas guider, on ne va pas pouvoir évaluer. Moi j'étais assez sensible en fait, effectivement, à cette notion de retour, d'évaluation de l'emplissage des objectifs. Mais peut-être effectivement il faut avoir des outils pour faire ça, mais à la mesure de ce que les gens veulent finalement localement. Donc voilà ce que ça m'a inspiré cette journée, et je passe la parole à Claude. Eh bien, les portraits chinois ont été un grand succès, car il me semble qu'ils nous ont permis de commencer par nous interroger. Et donc, très vite, quand je regarde cette journée, je me suis dit qu'en abordant les choses, on a plongé dans l'importance de la sensibilisation, de la formation, finalement, de la conscience que nous avons de ces questions, nous, toute l'humanité, et donc finalement, de nos représentations. Ça me semble tellement fondamental, et je remercie beaucoup les intervenants. Et alors ensuite, ça a déclenché, et c'est pour ça que cette journée pour moi est formidable, une spirale créative que j'ai trouvée formidable. C'est-à-dire qu'on est parti des sciences écologiques, agroécologiques, géographiques, on a parlé de la santé, économique aussi, avec les questions d'ingénierie associée, génétique, presque paysagère. C'est finalement pour moi la stimulation d'une métaphore. Et si on était attentif à écouter les questions de la nature, mais aussi à regarder la manière dont Gaïa, les différents éléments physico-chimicaux du vivant fonctionnent, mais aussi parler avec notre tête et nos échanges pour se disputer, pour échanger, mais aussi avoir des abdominaux pour structurer, et la CBD elle fait très bien, enfin en tout cas elle essaye,
donc structurer la manière dont nos politiques vont fonctionner. Et enfin, nos jambes, c'est-à-dire expérimenter, aller de l'avant, avoir un dynamisme. Mais tout ça n'est pas grand-chose sans le cœur, et j'ai trouvé qu'il y avait aujourd'hui aussi beaucoup de passion. Je crois que c'est absolument fondamental que nous gardions dans un moment compliqué la passion d'aller de l'avant, la passion d'être ensemble et de pouvoir avoir ces fulgurances si nécessaires. Et en fait, j'ai trouvé, si vous me permettez encore quelques minutes, qu'on est allé encore beaucoup plus loin. Finalement, le loup, la bergerie ou le chaperon, je ne sais plus, ça m'a fait penser évidemment à Baptiste Morisot, à notre place dans la nature, et ça a été très bien rappelé, les questions de limites planétaires nous ont poussé à aller finalement aborder l'air de rien, la philosophie, la sociologie, la politique et bien sûr le droit. Alors on a patouillé dans les questions d'intégrité, on a été surfé sur le cloud génétique de manière incroyable, on a été aussi tripatouillé des outils de reconstitution, et aussi on a plongé dans l'APA, accès partage des avantages, avec quelque chose qui est finalement une reconnaissance que c'est trop dur. Ça m'a fait penser à ce fragment d'Héraclite, la nature aime à se cacher. Eh bien oui, c'est jamais tellement acquis et il faut toujours aller un peu plus loin. Alors ça m'a fait penser à ce moment-là qu'aujourd'hui, il y a eu une forme d'exercice du courage au sens de Cynthia Fleury, c'est-à-dire être capable d'aller 3 dimensions, aller vers l'imagination vraie, c'est-à-dire se projeter en imaginant, mais avec cette conscience de la réalité, avoir aussi affronter le prix de la douleur, 2e dimension très importante chez elle, et 3e, garder une espèce de forme de joie décidée, d'humour, pour que les choses soient possibles. Alors, je voudrais dire que tout ça a été possible grâce à une méthode. J'ai trouvé cette journée parfaitement intéressante. On a pu se disputer, voire coexister des points de vue assez différents. On a pu aussi reconnaître des choses qui allaient ou des choses qui n'allaient pas. Et je trouve que ça, c'est absolument essentiel à continuer. Et bien sûr, alors là, inspiré par toi, Hélène Le Riche, j'ai pensé à Jacques Weber, naturellement, notre inspirateur à quelques-uns, qui disait « Il n'y a pas d'enjeux biodiversité, il n'y a que des enjeux entre humains à propos de la biodiversité. » Et je crois que c'est bien ce qu'on a pu un peu vivre aujourd'hui. Ce qui fait que c'était pas mal. Alors finalement, je me suis dit, mais la pièce, là... Et moi, je voudrais remercier, pour terminer, Louis Tinaïr, 1910, qui nous a permis de nous embarquer sur un navire et de naviguer ensemble avec une notion très importante qui est la beauté. Et donc, je voudrais aussi remercier Sophie Lenormand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez parlé des questions de beauté qui sont pourtant extrêmement stimulantes pour aborder, nous les humains, cette intégration à toutes ces dimensions. Donc la beauté, je remercie donc les auteurs de cette pièce. Ils sont un peu vieux maintenant, mais ils étaient quand même chouettes, un peu voilà. Et bien sûr remercier Hélène et puis Denis pour nous avoir permis cette aventure. La mer, toujours recommencer. Courons à l'onde en rejaillir vivant. Merci. Donc, on avait choisi de parler de la CDB, de quelques focus. Évidemment, on est loin d'avoir balayé tous les enjeux. J'espère que ça vous donnera envie de reprendre encore un peu de CBD la prochaine fois, enfin de CDB, voilà. En tout cas, merci à toutes les intervenantes et à tous les intervenants, à toute l'équipe de la FRB. Alors, j'hésite à citer des noms parce que, en tout cas, spécialement Pauline Coulon et puis et Lucille Judas, qui ont organisé la réunion au nom d'Hélène et de moi-même. Voilà, et puis donc on vous convie à un pot maintenant qui se place dans la salle d'à côté. Et donc à bientôt, on espère.